Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre émission littéraire consacrée justement à la littérature béninoise, aux auteurs, écrivains béninois, mais aussi aux productions de façon générale, productions littéraires émanant du Bénin. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet assez intéressant, sinon même technique, un livre d'histoire qui va nous aider à parler, évoquer un peu l'histoire du royaume de Dahomey, mais aussi des cités connexes comme Boycon, leur histoire, d'où est-ce qu'elles sont venues, comment est-ce que les noms sont nés, leur signification. Il y a un ouvrage qui a été consacré à cela, écrit par le professeur Paulin Rousseau-Toli, qui est sur notre plateau. Monsieur Rousseau-Toli, bonjour. Bonjour, monsieur Tanguy. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci. Alors, vous aviez publié de Ouo aux différents Huawei et frontières entre le trône de Aladakhonou et le trône de Dahomey, suivi justement de notre écrit d'Agbomey, du baptême du plus petit oiseau de Dahomey et de la conquête de Zado à la signification de Borikon. Merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Alors, généralement, quand on parle du royaume de Dahomey, on ne fait pas de distinction tout de suite entre la capitale même, Abomey, donc Agbomey, et les cités connexes, comme je les appelle, Borikon et autres par exemple. Avant d'arriver au fond même de la question, rappelez-nous de façon brève, quelle est l'histoire et l'itinéraire des peuples qui sont venus créer Agbomey et, si vous voulez, Dahomey. Merci bien, monsieur Tanguy Agoy. Je vous en remercie une fois encore. Comme chacun le sait, ils ont quitté Tado, oui, à Lada, et ils sont allés d'abord à Zado. Ensuite, ils sont allés à Huawei. Huawei est le centre même. Et il y avait des chefferies. C'est de là que Wegbaja, suite à sa bravoure, a pu conquérir, je vais dire, mériter le trône d'Aladakhonou. Ensuite, après avoir mérité et hérité du trône d'Aladakhonou, il a laissé à son jeune frère pour aller s'installer auprès d'un certain Koli à Djikpamen, sur le plateau d'Abomey. Ok. Alors, le pouvoir d'Aladakhonou, c'est où? Ça s'est situé quand? Huawei, c'est où aujourd'hui? Huawei, c'est un arrondissement, peut-être deux, je ne sais pas, mais c'est un des arrondissements au moins de Boycon. Et en face du lycée technique de Boycon, il y a actuellement Huawei Sanvogon. Et après, vous avez Huawei Sogrogon. Oui. Et derrière, il y a les différents Huawei. J'ai cité les différentes tout à fait dans l'ouvrage là. Localités qu'on appelle Huawei aujourd'hui. Ce que je voudrais dire, vous avez parlé que c'est un ouvrage d'histoire. L'auteur, non, l'éditeur même a classé ça comme un ouvrage de géographie humaine. L'éditeur, la maison qu'il a édité. Je voudrais dire, parce qu'il y a une polémique entre nous ici, que tout le monde s'intéresse à l'histoire. Je suis historien de formation. Mes premiers diplômes universitaires, c'est en histoire, ici même. Et après, même en philosophie, je suis d'abord historien. Et ça, c'est de la culture générale. C'est le fruit de mes lectures. Ok. Merci. Alors, on parlait justement de l'itinéraire de ce peuple-là qui est venu créer Agbomey et Dahomey. Vous avez parlé du pouvoir d'Aladakhonou. Le pouvoir d'Aladakhonou était installé où? C'est à Huawei. Et le premier Huawei, ça ne s'appelait pas Huawei avant, c'est Ouo. Ouo, j'ai donné les références. Tout à fait, oui. Grâce aux écrits laissés par les missionnaires, surtout de la Société des missions africaines de Lyon. La localité s'appelle Ouo. Et quand ils étaient allés à Dahomey, quand ils étaient allés là-bas par l'intermédiaire de leur ami Baguidi, qui signifie vrai roi, véritable roi, ils ont reçu la permission d'aller construire sous Miwakwe, Wawewe de Donsa. Ce n'est pas le néré, ce n'est pas l'arbre qui donne à Finti. C'est l'arbre qui est ici. C'est le capoquier là? Oui, non, ce n'est pas le capoquier. Capoquier, c'est autre chose. C'est l'arbre qui est sur la photo. Et qui a été enregistré là, oui. Et c'est devant le palais royal de Tossou
de Zanvo Tosuran. Si vous vous plantez devant l'entrée principale du lycée technique de Boycon, vous continuez un peu en profondeur du côté de même alignement que l'ancienne maïserie de Boycon. Oui. Vous tombez sur le palais et l'arbre est encore là. Toujours. Oui. Donc, allez construire sur l'arbre là. C'est comme ça que le nom est né. Donc Huawei, le nom Huawei ne pouvait pas exister avant l'arrivée d'Aladahon. Parce que c'est à eux qu'on a donné l'autorisation d'aller construire là-bas. Et le nom est sorti. Maintenant, quand Gaye Ressou était allé à Alada pour se faire consacrer au chef de la tribu d'Aladahon, pendant son absence, Dako Donou a hérité du trône. Quand Dako Donou a hérité du trône, Zanvo Tosuran, à qui revenait le pouvoir après le règne de Gaye Ressou, s'est fâché. Et il est allé construire son Huawei, tout Huawei Zanvogon. Ok, de l'autre côté. De l'autre côté. Maintenant, Sogro était chef de guerre d'Aladahon. Et il paraît que c'est un homme vraiment épris de justice. Il n'aimait pas du tout l'injustice. Il a pris parti pour Zanvo. Oui. Et il est allé créer son Huawei aussi. Quand l'autre aussi est revenu d'Alada, constatant le fait mis devant le fait accompli, lui aussi s'est fâché et il est allé construire son Huawei. Ainsi de suite, on a les différents. On a eu la multiplication des Huawei. Oui. C'est ça. Alors, que vient chercher alors quand Rwigwadja a confié son pouvoir à son jeune frère? Après avoir hérité oui, du trône d'Aladahon suite à son assassinat de son hôte Adenyi. Oui. Oui. Alors, il est remonté un peu plus loin pour aller créer Agboumé? Il n'a pas créé Agboumé. En fait, il y avait un monsieur qu'on appelle Koli qui faisait chant dans une forêt sur le plateau de Jikpame. Et il y avait c'était les Guédevi Igede, c'était les Yoruba qui étaient là. Ah oui? Et il y avait leur divinité qu'on appelle Agbo. Agbo, il y a des ouvrages qui nous éclairent là-dessus. Oui. Et il y avait des temples qu'on appelle Agbo. Et Koli était d'un côté. Et quand Rwigwadja, il ne s'appelait pas Rwigwadja en ce moment, oui, il a déjà hérité du trône, donc il s'appelait déjà le surnom. Donc il est allé demander à Koli de lui permettre de s'installer à côté de lui. Donc, quand il s'est installé Rwigwadja, il y a entre les deux les temples Agbo, des divinités Agbo. Donc, de l'autre côté, il y a les habitations de Koli et de l'autre côté, il y a les habitations de Rwigwadja. D'où Agbomé. Et c'est de là que nous allons voir ça par la suite. C'est dans l'autre ouvrage qu'on va, le second ouvrage qui est Ingratitude des Béninois, qu'on va voir comment il a pu vraiment, par ses bravoures, qu'on peut comparer même à Hercule, mériter de la confiance des chefs autochtones qui vivaient sur le plateau d'Abomey avant son arrivée. Oui, mais votre version contredit une autre version qu'on connaît de l'origine de Abomey, qui est quand même que cela provient de Agbodomé. Donc, c'est l'espace situé au milieu de ce cercle, de ce vaste cercle construit à partir justement des trous qu'on a creusés, des trous de défense qu'on a creusés pour protéger la cité. J'ai bien expliqué, il y a un chapitre sur le sujet là, mais l'autre a expliqué ça. Kossi Anatole Kouassi, qui est un prince et qui a écrit un ouvrage, un poste de brousse à Tanguieta au Dahomey là, et qui nous a expliqué, nous a laissé vraiment. Ça, vous savez, en réalité, nos historiens actuels du Bénin, ils n'existaient pas en ce moment. C'est après les indépendances, vraiment, en tout cas à partir des années 50, qu'on a commencé par avoir des intellectuels béninois, africains dignes de ce nom. Mais avant, il y a déjà la chute du royaume de Dahomey. Les traditions ne se pratiquaient plus comme au temps de la royauté. Donc, les documents, c'est que les témoignages des missionnaires étaient vraiment importants, chers. Même s'il faut les retravailler, ils ont pu interroger les gens. Ils ont pu interroger les gens, ils nous ont conservé ça. Donc, c'est de là qu'on a eu ces informations.
Agbomey, j'ai expliqué, comment il s'appelle. Mais je vais dire d'abord, cet ouvrage est extrait d'un ouvrage plus volumineux de plus de 200 pages. C'est mon ami père à son âme, Feu Tossou Léopold, qui a insisté pour que je puisse produire quelque chose concernant Huawei. Okay. Donc, quand on va lire le gros ouvrage, et même en lisant ici, on comprendra clairement que Agbomey là ne vient pas du tout du trou. Parce que, l'un des arguments avancés, parce que avant qu'une cité ait les moyens de creuser un tel trou, et les Américains étaient les archéologues américains ont été les premiers à mener une étude sur ce fameux trou-là, qui, en secret, avant d'en arriver là, il faut avoir les moyens, il faut être une puissante cité digne de ce nom. Alors, comment s'appelait Agbomey avant le creusement de ce trou? Non, ça s'appelait toujours Agbomey. Ça s'appelait avant. Ce n'est pas le trou là qui lui a donné ce nom. En tout cas, le témoignage de Kwasi Anatole est clair là-dessus. Alors, quand il s'est installé là-bas, Badja, voilà une autre polémique. Vous vous dites ce n'est pas... il y a deux souverains qu'on cite quand même dans la dynastie royale d'Aboumey, mais qui, à vos yeux, ne sont pas forcément des rois. Dako Donou, pour commencer par lui, par exemple. Mais en ce moment, au moment où Dako Donou avait régné, au moment où Gagné Ressou est supposé devrait régner, le royaume de Dahomey n'existait pas. C'est les chefferies et l'ouvrage prouve bien clairement comment les gens en sont arrivés à confier, comment ils en sont arrivés à vouloir être sous l'autorité d'un seul homme qui était un étranger. Et c'est pourquoi le gros ouvrage duquel est extrait ce petit bouquin, c'est intitulé Le Royaume de Dahomey, un état moderne de droit avant sa naissance. Et j'ai ajouté parallélisme avec la configuration helvétique. C'est exactement la même chose. C'est les chefferies qui se sont entendus pour dire à ce que fait le monsieur là. Il vaut mieux que nous mettions sous son pouvoir pour qu'il puisse nous diriger, nous transformer en état centralisé. C'est pratiquement la même chose. Comment les helvétiques, les Suisses se sont entendus pour dire voilà, constituons-nous en État. Et ce qui est particulièrement, qui retient particulièrement l'attention, c'est que l'achat du Dahomey et la vente du Dahomey comprend en même temps et le vendeur et l'acheteur. En d'autres termes, l'acheteur fait partie de l'objet vendu et de l'objet vendu, et vice-versa. C'est pourquoi le royaume de Dahomey était tellement sacré que ce n'est pas parce que vous êtes fils aîné qu'on va vous confier le pouvoir. Il y a tout un tas de règles. Il y a des étapes de préparation. Oui, et de conditions. Il y a, c'est dit dedans, il y a un roi et il pleuvait le jour-là et il a convoqué une réunion. Et son fils aîné, l'héritier n'est pas arrivé. Mais il a déçu. Ah oui? Il n'a plus droit. Parce que c'est tellement sacré que le roi n'est sacré que parce que le Dahomey est sacré. La sacralité du roi vient de la sacralité du royaume. Provient même de... À partir du moment où vous méprisez la sacralité du Dahomey, vous n'êtes plus digne de Dahomey. Alors pour vous donc, le premier roi du Dahomey, c'est Roch Badja? C'est lui. C'est lui. Et en même temps, il a institué les 41 lois de... Quand j'ai été, ma dernière visite, mon dernier voyage à Nantes, en France, j'ai été sur le pont là où il y a le mémorial, parce que la ville de Nantes a joué un important rôle dans l'esclavage. Ils ont mis la charte de Kouroukoutan, la Mali là, j'oublie le nom un peu. C'est une reconstitution. On n'est même pas sûr, les auteurs ont été clairs là-dessus. On n'est même pas sûr que c'est vrai. L'UNESCO qui a considéré, ils ont écrit ça. Mais pour nous, les 41 lois étaient authentiques. Et qui a eu ça? C'est le professeur Félix Uroko. Il a confié ça à un autre historien d'Abomey qui cite
comme ça, sans jamais vraiment, il en parle un peu. Il n'y a pas eu de colloque là-dessus, rien. Là, vous êtes un chercheur, vous êtes un scientifique. Je ne suis pas reconnu comme historien. Oui, mais c'est ma passion personnelle, ma curiosité qui m'a amené à ces constats. Il y a mon directeur de thèse en philosophie, M. Rémi Braque, qui est académicien. Il a dit qu'il n'écrit un ouvrage que lorsqu'il a envie de se lire lui-même. Et je peux vous dire que les deux ouvrages là, vous en êtes vraiment fiers. Oui. Et je continue de lire. On a déjà édition corrigée. On est parti des Huawei qui se sont multipliés. Oui. Pour finalement arriver à un Borikon. Comment la transformation, le changement a pu intervenir? Donc, quand Ouébaja, les chefs d'État se sont entendus pour vendre symboliquement le territoire des Guédévi à Ouébaja, quelques temps après, il y a Tanki qui s'y était opposé, qui est chef de terre. Ensuite, il y a un autre. Et ils sont allés faire appel au roi Adja Dalla pour chasser Ouébaja. Par ruse, le fils de Ouébaja l'a éliminé. Akaba. Bon, Akaba l'a éliminé. Ensuite, il y a des révoltes chaque fois. Je ne peux pas tout citer ici. Il y a un certain roi qu'on appelle, un certain chef de terre qu'on appelle, qu'on a connu aujourd'hui sous le nom de Titi Gueti. Il ne s'appelait pas Titi Gueti, ou bien il s'appelait Titi Gueti, mais lui, il s'est particulièrement acharné contre Ouébaja et a promis à tout le monde qu'il va le décapiter devant tout le monde, qu'il va l'attraper suite à la guerre, à une bataille qu'il mènerait face à Ouébaja et qu'il va le décapiter sur la place publique. Sur la place publique. Ouébaja ayant appris tout ça, là, il s'est bien préparé. Et avant d'aller à la guerre, il a dit que Tigweti est trop petit pour diriger un territoire aussi grand. Et suite à la guerre, à la fin de sa victoire, il a baptisé le plus petit oiseau de Dahomey, Tigweti. Suite à ça, c'est le roi de Zado qui s'est mis comme Pompée le fils à la Rome antique, un peu, pour ramasser les armées défaites, les débris et tout ça, pour faire face au tueur d'Adjinakou. Ouébaja l'a battu. C'était une défaite humiliante pour le roi de Zado. Et il avait plus de 5000 cheptels cabrins, là, caprins et choses là. Bovins, caprins. Là, les cabris là. Ouébaja les a pris et les a vendus à Boycon. Et il a dit quand le roi a vendu de chèvres ici, on ne vendra plus de chèvres ici, Boycon. D'où est né Boycon? C'est vrai qu'avec le temps, ce n'est plus un espace essentiellement dédié. On croyait que c'était essentiellement dédié justement à la vente des caprins. Non, le roi ayant vendu là, personne n'a plus le droit de vendre de moutons là. Donc, ou de cabri là. Donc il est interdit de vendre de cabri là. Mais aujourd'hui on en vend. La modernité face à la tradition face à la modernité. J'en ai parlé un peu dedans. Quelque part, l'histoire s'efface progressivement. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'avec le temps, les interdits se ramollissent et ne tiennent plus autant de rigueur comme par le passé? Bon, je peux donner un exemple que j'ai cité dans mon ouvrage qui porte sur éducation et décolonisation culturelle de l'Afrique, éléments et situations de comparaison entre les Romains de l'Antiquité et les fonds du Bénin. Avant, vous n'allez jamais voir des cercueils fabriqués et qui appellent de tous leurs vœux les morts. Dans les villages, vous ne voyez jusqu'aux années 80, à Zado, vous ne pouvez pas trouver des cercueils fabriqués et exposés qui appellent le charpentier qui a fabriqué ces cercueils, il veut les vendre pour trouver de l'argent. L'argent a pris le pouvoir. Il y a 400 ans avant Jésus, avant le premier, l'an 1 de l'ère chrétienne, il y avait eu un procès qu'on appelle le procès d'Émante.
il demande à condamner un vendeur d'objets funèbres, comme les cercueils, pour dire que s'il vend des objets funèbres, c'est qu'il va faire vœu, il souhaite voir beaucoup de gens mourir. Et là que Sénéca a mis en jeu toute sa rhétorique pour dire à ce rythme-là. Mais c'est le mal qui fait évoluer le monde. Hein. On ne va pas aller là. Ah oui? Ben, s'il n'y avait pas de brigands, les policiers ne trouveraient pas à faire. Nous sommes d'accord. Si le vent n'a pas soulevé la toiture, le charpentier ne trouvera pas à faire. Nous sommes d'accord. S'il n'y avait pas de maladie, les médecins ne trouveraient pas à faire. Nous sommes d'accord. C'est le mal qui fait évoluer l'humanité. Ça, tous les philosophes sont d'accord là-dessus. La question n'est pas de l'utilité du mal, non. Comment chacun devrait se comporter pour que la société puisse être à l'image du cosmos universel. Ça, c'est le philosophe qui parle maintenant. Oui. Ce n'est plus le passionné d'histoire. Alors, on va retourner à notre Bohikon. Aujourd'hui, je dois dire, l'interdit est brisé. On vend même du mouton, etc. Est-ce qu'on peut dire que cela a une répercussion ou une conséquence sur la ville ou peut-être ses habitants? Non. Ce qui nous préoccupe, c'est l'argent. Il y a encore des traditions qu'on voit. J'ai lu quelque chose, un audio d'un ressortissant du Nord suite au drame de Tassala. Et il dit exactement ceci, qu'il demande au chef de l'État, notre premier citoyen là, de voir les Bokono là, les Nouatos du Sud là, leurs concurrents et ceux du Nord qui sont chétifs. En réalité, pour faire de la consultation, c'est des pièces symboliques. Pour faire des sacrifices, c'est des pièces symboliques qu'on a jugées dans nos villages. Aujourd'hui, ils réclament des centaines et il y a des bouffeurs plus que de vrais. Tout est transformé. Oui, mais hier, quand on réclamait la pièce symbolique, peut-être que juste derrière la case de celui qui veut vous faire, qui veut vous aider, il y a les éléments de la nature qui peut aller prélever aussi tout facilement. Mais aujourd'hui, un mouton à acheter, c'est pratiquement 30 000. On ne demande pas souvent mouton. Non, j'ai travaillé sur ces données-là. Franchement, c'est l'argent, l'exagération. Avant les philosophes de Platon, suite à choses-là, ils n'étaient pas payés. La fermeture de l'école d'Athènes, les philosophes embêtaient. Et il y a les empereurs qui les avaient chassés, tout ça là. Mais à Athènes, il y avait l'école de Platon qui persistait, qui enseignait, et les philosophes, les enseignants qui étaient dedans, étaient nourris par l'héritage laissé par Platon. Donc, ils ne réclamaient rien à l'État. Donc, ils pouvaient vivre sur le peu dont ils disposent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Justinien n'a pas envoyé des policiers fermer l'école pour aux étudiants qui le menaçaient. Par un décret, il a fait revenir l'héritage de Platon au patrimoine de l'État, de l'Empire. Tranquillement. Justinien. Ne pouvant plus tout passer, il faut vivre d'abord avant de pouvoir philosopher. C'est clair. Ne n'ayant plus rien, c'est comme ça que l'école d'Athènes a été fermée en 529. C'est que l'argent domine trop notre vie. À Lomé, ici, il paraît qu'il y a un marché où vous y allez, vous pouvez faire du troc. Nous devons développer ces choses-là. Comment il s'appelle? Il y a chez nous, comment il s'appelle? Iance. Il dit, mais regardez, on supprime Topa, rien n'a plus de sens pour nous. Il a donné l'exemple de la Sorbonne, qui a été créée depuis 1200, mais qui garde toujours. Et qui s'appelle toujours la Sorbonne. Mais pourquoi nous, on n'a pas le sens de l'histoire? Hôtel Sheraton, ça te dit quelque chose, non? Hôtel PLM Aléjo. Mais pourquoi on veut changer? Comme si, avec des changements, on aurait les résultats escomptés. Tant que vous ne changez pas le cœur des hommes, vous n'obtiendrez. Lisez le décret de Rome et la corruption du pouvoir de Macmillan. Je lirai, je vous ferai le point.
Alors, parlez-moi rapidement de l'histoire de ce commissariat-là, de police, qui a pris quand même un nom assez singulier et qui est à Boycon. Oui, et il n'est plus à Boycon, ils ont supprimé. J'ai tenu, l'année passée, les étudiants que j'ai eu en droit là, il y a un qui m'a dit qu'il était là en ce moment. Il y a un commissaire qui était parmi les auditeurs. Okay. Il s'agit d'une fille que j'ai connue à Boycon parce que je suis né à Boycon, je connais Boycon. Raison haut. Et la fille, elle a la taille d'une biche là, comme ça là. Et c'est une catin comme on le dit vraiment, excusez-moi, je ne peux pas expliquer autrement. Et quand les gens, les hommes d'un certain gabarit éprouvent de peur pour aller, il a dit d'attendre-nous. Il faut passer de la salle où ça va passer. Et le premier jour où on a, le jour de l'ouverture même de ce commissariat, c'est cette fille que le commissaire a reçue. En premier. Et les populations ont donné à ce commissariat d'attendre nous. C'est comme ça qu'elle est née. Et qu'est-ce qui a fait que le commissariat a été supprimé? Ben, nous n'avons pas le sens de l'histoire. De la conservation. De la conservation. Sinon, en quoi c'est... Vous voyez, on explique, les commissaires n'étaient pas, les policiers n'étaient pas obligés d'expliquer l'origine du commissariat d'attendre nous. Ils vont sourire, mais ils ont supprimé le nom, d'abord avant qu'on le supprime, le commissariat. Le nom était déjà parti. Et maintenant, on n'a plus de commissariat, non, on n'a plus de policiers. Oui, mais le nom aussi n'est pas un peu pour faire, n'est pas très catholique pour être porté par une structure publique. Qu'est-ce qui est catholique dans cette vie? Je vous ai dit tout à l'heure que c'est le mal qui fait évoluer le monde. Oui. Vous savez pourquoi on appelle la Maison Blanche la Maison Blanche? Dites-moi. C'est parce que lors de la guerre, pas de sécession, d'indépendance, les Anglais y ont mis feu. Et pour cacher les traces de fumée noire, on a mis de la peinture blanche. C'est comme ça qu'on dit Maison Blanche, Maison Blanche. Et c'est resté. Ça rappelle un mauvais souvenir. Mais ils ont conservé le nom. Nous n'avons pas le sens de l'histoire. Dans l'autre livre, je l'ai bien dit. Comment on peut faire la promotion du contenu et mépriser le contenant? Et la tradition. On l'utilise pour de l'argent, c'est tout. Il y a beaucoup de choses à découvrir hein, dans votre bouquin. On ne peut pas tout évoquer. Je le conseille vivement, en tout cas, aux lecteurs. Le temps, il est rapidement parti, hein, j'avoue. Vous êtes toujours passionnant. Merci beaucoup, professeur, d'être venu nous dire deux mots sur cet ouvrage-là, qui révèle un peu hein, les débuts, l'installation des peuples qui ont créé le Dahomey et comment est-ce qu'ils ont progressivement évolué. Surtout l'histoire autour donc des Huawei qui existent aujourd'hui et qui ont donné la naissance de la ville de Boycon. Encore une fois, merci beaucoup d'être venu sur mon plateau. Merci. Passez un très bon week-end. Je suis très content. Merci. Très bon week-end à vous aussi. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Merci.